Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai essayé de faire un starter pour vous aider concrètement à vous lancer en partant de zéro. Lorsqu'on commence de zéro, comment se lancer concrètement dans l'immobilier. Donc c'est parti, reste connecté, on va passer en revue tout de A à Z. Donc concrètement, lorsqu'on débute, parfois on est un petit peu perdu. On peut parfois avoir l'impression qu'on manque de formation, on manque de théorie, on manque de pratique, on manque d'expérience. Du coup, on ne sait pas par où commencer. Donc d'abord, avant d'entendre tout l'ensemble des conseils que j'ai à te donner, le vrai starter de A à Z, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux également aller plus loin en laissant ton mail dans le lien en description. Tu recevras un starter également, une petite formation qui va te permettre de A à Z de savoir comment te lancer. Donc je t'invite à le faire tout de suite. Donc, tu veux te lancer dans l'immobilier, ça y est, tu as défini que l'immobilier, c'était le domaine dans l'entrepreneuriat dans lequel il y avait de plus de possibilités pour toi, qui était le plus adapté pour toi. Donc d'abord, félicitations pour ta prise d'initiative. Il n'est jamais trop tôt pour se lancer dans l'immobilier, et l'immobilier, c'est quelque chose qu'on va construire sur le temps. On va chercher vraiment à faire quelque chose de constructif et à développer vraiment une vraie compétence et un vrai développement dans le temps. Voilà, c'est de la pierre, c'est du solide, c'est du concret, c'est quelque chose qui reste et c'est une compétence qui sert toute sa vie. Donc, si tu veux faire du marchand de biens, comment te lancer? Concrètement, il y a différentes étapes qu'il va falloir suivre. Déjà, la première étape lorsqu'on commence, c'est savoir sous quel statut tu veux te lancer. Est-ce que tu veux te lancer en nom propre, c'est-à-dire en résidence principale? Si tu as déjà ta résidence principale, est-ce qu'il est plus intéressant de faire de la résidence secondaire, c'est-à-dire faire du locatif, ou en tout cas faire ce statut, définir ce statut pour ta banque, pour être plus facilement finançable? Ce qu'il faut savoir qu'au niveau des instituts bancaires, il y a différents échelons de possibilités qui te permettent de te faire financer. Le plus simple, c'est la résidence principale. Le deuxième, ça va être la résidence secondaire. Le troisième cas, ça va être sous forme d'une SCI, donc une société civile immobilière. Ça va être plus intéressant. Et le quatrième cas, ça va être une société de marchand de biens. Là, les portes vont être beaucoup plus fermées, ça va être beaucoup plus restreint. On va vous demander beaucoup plus de professionnalisme. Donc déjà, tu dois savoir plus ou moins sous quel statut tu veux te lancer. Étape numéro 2. Alors, quel statut je recommande? Évidemment, voilà, c'est compliqué d'étudier votre situation d'un point de vue extérieur. L'avantage de la résidence principale, c'est que vous pouvez être exonéré de plus-value. Donc ça, c'est quand même un avantage certain. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est la meilleure opération qui soit. Le problème, le petit bémol, c'est qu'on ne construit pas d'histoire avec sa banque. On ne construit pas d'historique en tant que professionnel. Et du coup, la fois d'après, lorsque vous allez vraiment monter une société de marchand, on va vous dire oui, mais monsieur, voilà, vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas d'antériorité. Et même si vous avez fait une belle opération, vous avez gagné beaucoup d'argent, concrètement, le fait de ne pas payer des impôts, de pas de payer de plus-value, bah, ça va pas être quelque chose qui va être bien accueilli. Le cas le plus facile ensuite, c'est la résidence secondaire, hein, le faire passer pour la banque comme une résidence secondaire. Donc là, c'est beaucoup plus simple de se faire financer. Vous allez faire croire que c'est pour faire du locatif, par exemple, mais après, rien ne vous empêche de le vendre derrière si vous le souhaitez. Une SCI, c'est quand même un peu plus complexe dans le sens où il faut un associé, physique ou moral. Donc il faut faire une comptabilité à l'intérieur. Et c'est quand même un peu plus compliqué de lever des fonds dans un premier temps lorsqu'on n'a pas d'apport pour créer une SCI. Voilà, les banques préfèrent toujours ce qui est le plus palpable, ce qui est le plus simple, c'est-à-dire prêter en nom propre à une personne physique qu'ils ont en face d'eux. Voilà, ça va être plus simple si jamais il y a un problème pour saisir les biens, etc. En SCI, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut un petit peu plus, d'antériorité. Il faut être un petit peu plus sérieux entre guillemets. En tout cas, voilà, avoir commencé à créer une petite histoire, quelque chose à valoriser. Le quatrième cas, ce qui est le plus intéressant à mon sens, va être de créer une société de marchand. Vous allez pouvoir avoir des frais de notaire qui vont être réduits. Vous allez être considéré cette fois-ci comme un véritable professionnel. Par contre, dans un premier temps, c'est beaucoup plus compliqué de se faire financer par les banques, puisque voilà, il va falloir montrer qu'on n'est pas arrivé dans l'immobilier par hasard, etc., qu'il y a une vraie pertinence. Donc ça, c'est le choix du statut. Donc étudiez ça concrètement. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet si vous le souhaitez. Voilà, on pourra en parler pendant des heures et des heures. C'est des sujets qui sont très vastes. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour faire un starter, pour savoir voilà, par où on commence concrètement, on veut se lancer, voilà, on ne veut pas perdre de temps.
qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, c'est connaître son financement. Donc je t'invite à solliciter des courtiers. Alors essaie de trouver un bon courtier autour de toi, essaie de trouver quelqu'un. Le courtier, c'est un peu comme l'agent immobilier, il faut cerner la bonne personne qui va nous suivre dans son projet, il va nous accompagner pendant pas mal de temps. Donc il faut trouver vraiment quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui il y a une bonne communication, quelqu'un qui a la niaque, hein, parce que comme un agent immobilier, le courtier est bien souvent payé à la commission. Et également essayer de voir, d'avoir écho, voilà, tel courtier en général travaille avec telle banque, etc. Voilà, quelles sont les portes qui peuvent être ouvertes et quels sont les avantages et la pertinence de travailler avec ce courtier-là. Vous pouvez mettre un petit message sur Facebook et autour de vous, cherche recommandations, bon courtier, qui connaît un bon courtier, etc. Essayez d'avoir des retours de personnes qui sont passées par des courtiers pour savoir, voilà, telle personne a été très bien, je te le recommande, etc. Il y a une certaine localité, donc évidemment, essayez de trouver quelqu'un autour de chez vous. Ce sera plus simple pour ouvrir certaines banques. Troisième point, on y vient, c'est la localisation. Donc à quel endroit vous souhaitez vous implanter, dans quelle ville concrètement et sur quel secteur. Quels sont vos secteurs de prédilection. Alors là-dessus, je ne peux pas vraiment vous conseiller, hein, ça c'est vraiment, je pense qu'il y a autant de manières de faire de l'immobilier qu'il y a de personnes concrètes, hein, parce que chaque personne travaille avec sa sensibilité, avec sa propre personnalité, avec son propre caractère. Donc si je prends 5 personnes qui font de l'immobilier et que je les place côte à côte, il n'y a personne qui va prendre les mêmes décisions et qui va aller sur les mêmes biens. Donc d'un côté, tant mieux, hein, au moins il y a la place pour tout le monde. Il y en a qui vont préférer faire des produits genre résidence principale, donc des T3 avec des petits extérieurs, etc. Moi personnellement j'affectionne bien ce genre de produit, la T3 en général c'est pas mal, parce que ça convient à le plus de personnes possible. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, vu que les instituts financiers, banquiers financent particulièrement les jeunes, les primo-accédants, etc. En général, au lieu d'acheter des studios ou des T2, ils vont plutôt acheter des T3. Pourquoi? Parce que maintenant, avec le télétravail, on a besoin d'une chambre supplémentaire. On se dit, voilà, une chambre supplémentaire, ça peut être bien pour l'avenir, ça peut être bien lorsqu'on reçoit du monde. Si j'ai la famille qui vient, ça peut être pas mal. Ça permet de garder un peu d'intimité, ça permet de faire un dressing éventuellement. Donc on aime bien avoir une pièce, une chambre supplémentaire qui peut servir. Et ça convient aussi bien des célibataires qu'à des couples, des jeunes couples, des couples qui prévoient de faire des enfants, des couples avec des jeunes enfants, voire même avec des couples avec des enfants tout court. Hein. Voilà, en général, après, les gens switchent sur des T4 ou sur des maisons, mais pas forcément, ça dépend des zones géographiques. Donc moi, j'aime les T3 dans les zones tendues, en essayant de viser vraiment le bien qui est un peu vieillot, le bien sur des successions, les biens où les gens veulent vendre et passer à autre chose assez rapidement. Donc ça, voilà, pour un marchand, ça peut être pas mal, c'est-à-dire de trouver des biens vieillots, bien les négocier et faire en sorte d'en faire des très beaux produits. Ça, sur des secteurs qui sont très recherchés. Voilà, c'est là où les gens seront prêts à mettre plus d'argent parce qu'ils veulent un bien bien fini. Ça va correspondre vraiment à la demande la plus demandée. Et donc c'est intéressant tout simplement. Moi j'aime bien faire ça. Ensuite en fonction des zones, il y a des zones qui sont un peu plus rurales qui peuvent être intéressantes. Donc dans les zones très tendues, on va dire que c'est plutôt le vendeur qui est en position de force. Ça c'est dur de trouver des biens en dessous du prix du marché dans le sens où le vendeur est en position de force, il peut le vendre à différents acheteurs. En ce moment, on est dans une période qui est très tendue au niveau national, donc moi je considère par exemple sur Marseille, dans la ville où je travaille, où j'ai mon agence immobilière, il y a un bien à la vente pour 20 acheteurs environ. Donc vous comprenez très bien que ça peut être très compliqué de dénicher des bonnes affaires. Par contre, une fois qu'on trouve une bonne affaire en question et qu'on fait les travaux de valorisation avec une belle déco, avec des beaux produits, là on va pouvoir vendre très cher et même au-dessus du prix du marché, bien au-dessus, bien souvent. Donc ça peut être intéressant. D'autres personnes vont pouvoir préférer aller sur des zones rurales où il y a moins d'acheteurs. Les acheteurs sont plus compliqués à trouver parce qu'il n'y a pas un manque, on va dire, de logements sur ces zones-là. Donc les biens sont faciles à trouver, entre guillemets, faciles à négocier, parce que les vendeurs ne sont pas en position de force, ils ont du mal à trouver des acheteurs. Donc du coup, vous êtes plus à même d'essayer de négocier les biens et de faire des bonnes opérations. Par contre, derrière, pour vendre les biens, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez aller sur des zones un peu plus rurales, un petit peu plus en devenir, etc., essayez de vous mettre en périphérie des zones tendues. Par exemple, autour de Paris, autour de Lyon, je sais pas moi, autour de Nice, autour de Marseille, autour de Bordeaux,
Voilà, les gens, au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à trouver dans le cœur de la ville. Donc après, ils recherchent un petit peu de calme, ils commencent à s'entourer un petit peu. Et ensuite, hop, ils n'arrivent pas à trouver. Donc toute la périphérie va bénéficier de cette embellie, de cette recherche active qui va pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Donc essayez de viser un peu plus large, essayez d'aller maintenant dans les zones autour de votre grande ville sur lesquelles on va pouvoir trouver des produits intéressants en faisant un pari sur le court moyen terme, hein, parce que nous, en tant que marchand, on veut revendre quand même assez rapidement, mais on va pouvoir attirer des gens qui se disent, bon, finalement, la ville, hop, je sens que c'est saturé, moi je décide de viser un peu plus loin, et l'acheteur, entre guillemets, va faire un pari lui aussi sur l'avenir en se disant, je pars du postulat que la ville est saturée, donc je vais aller dans cette zone, et naturellement, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, c'est une zone qui va finir par exploser. Donc ça, il va falloir vous situer vraiment, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous recherchez. Il y en a, ils vont plutôt aller sur des immeubles de rapport, ils vont à la découpe. Il y en a qui vont aller plutôt sur des biens commerciaux avec la possibilité de changement d'usage en habitation. Donc ça, honnêtement, pareil, ça va donner lieu à d'autres vidéos. C'est pas voilà, on peut en parler pendant des heures. Ça dépend vraiment où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous avez envie de vivre, où est-ce que vous avez envie d'investir. Donc dans la musique, il y a la musique qu'on écoute, la musique qu'on aimerait faire et la musique qu'on fait. Et dans l'immobilier, c'est un peu pareil, hein. Il y a l'immobilier dans lequel on vit, l'immobilier qu'on souhaite faire, l'immobilier qu'on aimerait faire. Donc en général, si les trois collent, on est le plus heureux du monde, mais c'est rarement le cas, il faut l'accepter. Donc voilà, au-delà de ça, on peut avoir une première idée, mais c'est pas forcément la meilleure idée, et c'est pas forcément l'idée que vous allez garder dans le temps, c'est pas forcément l'idée ou la zone géographique ou ce que vous recherchez à la base sur lequel vous allez faire des affaires. Donc ça, prenez un peu de distance sur les choses, ouvrez-vous l'esprit et essayez de définir petit A, le top du top de ce que j'aimerais, petit B, du choix secondaire, petit C, choix tertiaire, etc., etc. Donc ça, vous mettez tout sur un bout de papier. Ensuite, la zone géographique. Pareil, vous prenez un papier, un crayon et vous repérez des agences sur place. Donc vous les appelez, vous leur demandez, voilà, sur votre zone à vous, qu'est-ce qui est recherché, créer des alertes chez eux, créer des liens avec des commerciaux, essayez de leur tirer un peu les infos, les vers du nez, comme on dit, pour en savoir le plus possible. Donc ça va être très intéressant pour connaître un petit peu notre target, c'est-à-dire notre cible. Donc ça revient un petit peu à la zone géographique, à la typologie de biens. Donc qu'est-ce qui est le plus recherché sur votre zone? Est-ce que c'est les maisons? Est-ce que ça va être plutôt les appartements? Est-ce que ça va être les appartements avec extérieur? Est-ce que ça va être des studios d'investissement? Est-ce que ça va être des immeubles de rapport? Est-ce que ça va être, j'en sais rien moi, des produits un peu plus atypiques, comme des lofts, comme ce genre de trucs, des anciens trucs commerciaux qui ont été réhabilités, etc. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est recherché? Quelle est la tendance? Prenez toutes les informations, vraiment en termes de déco, qu'est-ce qui se fait à l'intérieur, venez cerner la tendance du moment, c'est très important. Voilà, c'est un truc à garder en tête par la suite. Là, on cherche à avoir des munitions pour remplir nos cartouches, et le moment venu, voilà, on sera armé si besoin. Et après, une fois que vous connaissez le statut, voilà, si vous êtes en nom propre, go, on avance. Et sinon, est-ce que c'est une création de société? Montez déjà votre société, que ce soit une SCI, que ce soit une SAS ou une SASU, Société Action Simplifiée, si vous voulez faire du marchand, si vous voulez que structurer autour d'une vraie société. Ensuite, connaissez votre financement, donc avec des investisseurs, est-ce que vous avez des investisseurs privés ou en nom propre autour de vous? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, votre oncle, vos parents, vos collègues de travail sont prêts à mettre de l'argent, par exemple? Donc ça peut être déjà un bon point, hein. C'est des choses qui sont bien et qui vous permettent de lever plus de dettes encore. Donc faites-vous un plan de bataille pour savoir combien concrètement vous pouvez emprunter. Ensuite, vous allez définir la zone géographique et la typologie de biens. Ensuite, vous allez prendre les informations sur place, donc quelles sont les agences immobilières qui ont pignon sur rue, essayer d'avoir des liens privilégiés avec eux, leur dire vos critères, les rencontrer, ils se rappellent de vous, rappelez-les régulièrement, etc. Ensuite, les intermédiaires, donc il faut que vous ayez des architectes, vous ayez des sociétés dans le bâtiment, des artisans, des décorateurs, etc. Essayez de monter une petite équipe, voilà, vous leur laissez
vos coordonnées, vous vous invitez à boire un café, vous prenez aussi de leurs nouvelles régulièrement, comme ça le jour J, lorsque vous lancez concrètement, ils seront prêts à intervenir chez vous. Donc normalement, grâce à ça, vous avez un starter, et ensuite, dès que vous voyez un truc pertinent, offre, se positionner. L'offre d'achat, la lettre d'intention d'achat, sert concrètement à engager le vendeur. Vous, l'acheteur, mis à part si vous achetez sous forme d'une société, mais sinon vous avez encore un délai à part si vous êtes professionnel, si vous êtes en tant que non propre particulier, vous avez encore 10 jours après la signature de la promesse de vente pour vous rétracter sans justificatif. Donc pas d'inquiétude, hein, ça vous permet juste de mettre une option et ne pas vous faire doubler par quelqu'un d'autre qui aurait fait la visite. Donc une fois que vous avez réservé le bien, vous mettez une clause suspensive de financement. Si vous faites un emprunt, vous pouvez mettre une condition, une clause de substitution pour vous substituer à une société. Et ensuite, vous avancez sur le projet. Et une fois que, voilà, ensuite vous allez retaper aux banques, aux portes des banques, vous relancez votre courtier pour obtenir votre financement, si vous avez besoin d'un financement. Et concrètement, ensuite, vous préparez déjà la revente. Hein. Soit vous préparez les travaux, la revalorisation, soit vous préparez la revente. Et faites-vous sur un bout de papier un prévisionnel des nombres d'opérations que vous voulez faire dans l'année. Donc en fonction du projet, si c'est un gros ampleur, vous allez faire un projet par an, par exemple un gros projet par an. Si vous avez une meilleure organisation, que le projet est un peu plus modeste, vous avez un peu plus d'expérience, vous pouvez faire 2-3 opérations par an. Ou carrément, si vous avez des paiements comptants, vous pouvez faire entre 8 et 15 opérations par an. Hein, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, il va falloir les paiements comptants pour raccourcir concrètement les délais vis-à-vis des obtentions de crédit. Voilà, donc ça vous donne un petit starter. Là, concrètement, vous avez de quoi avancer. Donc ça, c'est vraiment pour le marchand de biens. Mais ça va être la même opération, vraiment, si vous êtes investisseur immobilier. Sauf qu'il va falloir calculer concrètement la rentabilité. On aime bien faire des prévisionnels également pour les banques. Donc le prévisionnel il peut être fait auprès d'un comptable, auprès des hommes de loi, hein, donc comptable, ça peut être fait chez les avocats, etc. En général, c'est eux qui s'en occupent, fiscalistes, etc. Donc ils vont faire des prévisionnels pour voir un petit peu la rentabilité qu'il va y avoir derrière. Comment est-ce qu'on calcule une rentabilité sur un bien d'investissement locatif? En fait, vous allez prendre les revenus mensuels. Vous allez les multiplier par... Soit, moi j'aime bien les multiplier par 11 si vous ne voulez pas vous embêter avec les charges. Sinon, vous multipliez par 12, vous retirez les charges. Et ensuite, vous divisez par le prix d'achat que vous multipliez par 100 et ça vous permet d'obtenir la renta. Voilà, donc la renta, plus elle est intéressante, hein, mieux c'est. Après, il y a la rentabilité nette, brute, c'est des calculs différents. Je vous ferai des vidéos également exclusives sur ces différents modes de calcul. Essayez d'avoir votre propre calcul à vous, votre propre méthode de calcul, après vous la gardez, voilà, et ça vous servira de référence concrètement. Vous verrez qu'il n'y a aucun investisseur qui calcule concrètement de la même manière, puisqu'il y a différentes manières de calculer. Il y a le net, il y a le brut, il y a les cotes mal taillées comme on fait hein, souvent. Donc ça, pareil, ça reste la même démarche. Donc quel est le statut, quelle est votre possibilité de financement? Et ensuite concrètement, repérer des zones géographiques, une typologie de biens et les acteurs sur le marché qui vont vous permettre de trouver un peu ces bonnes affaires. Donc ça peut être un porteur d'affaires, ça peut être des banquiers, ça peut être des notaires, ça peut être des agences immobilières, ça peut être des agents immobiliers. Ça peut être des artisans, ça peut être des commerçants. Donc voilà, après au bout d'un moment, il faut aller chercher, c'est ça le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est de chercher les bons coups, les bonnes adresses, etc. Donc plus les zones sont tendues, plus ça va être compliqué, et plus il va falloir batailler pour avoir des bons coups, mais plus derrière, une fois que vous les avez, plus ça va être intéressant, entre guillemets, sur le long terme, sur du patrimonial ou au niveau de la revente. Donc ça, c'est la première chose, et je vous ferai une vidéo spécifique sur le starter quand on est agent immobilier. Mais dans ce cas-là, je t'invite, si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser davantage toutes ces questions, à laisser ton mail en description de cette vidéo YouTube. Comme ça, tu recevras du contenu à haute valeur ajoutée et une formation structurée qui va te permettre concrètement d'aller encore plus loin, de te lancer encore plus rapidement. Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté suffisamment de réponses pour pouvoir te lancer concrètement.
pour pouvoir te lancer sur ta première acquisition immobilière, ta première opération immobilière. Concrètement, l'immobilier, c'est du long terme, donc on ne cherche pas à faire une grosse opération rapidement et ensuite à partir à la plage ou à l'autre bout de la terre pour se reposer les 6 mois autres de l'année. C'est possible également si c'est ta stratégie, mais l'immobilier, ça demande quand même une récurrence et d'être un petit peu régulier. Donc en général, j'aime bien moi poser par écrit combien je veux faire d'opérations par an. Ça me permet de définir mes objectifs, d'adapter également mon mindset et mon organisation autour de ça. Et ensuite, je reste focus par rapport à cette organisation. Si j'ai prévu de faire 5 opérations par an, ça va pas être la même stratégie que si tu as prévu de faire 8 opérations par an. Tu peux faire plus de 10 opérations par an évidemment, mais ensuite ça va te demander une logistique, une organisation et une moyen et une structure qui va être totalement différente. Donc tout est possible en fait, mais essaie de faire, de mettre par écrit des objectifs. On appelle ça les objectifs SMART, donc spécifique, le S. Le M, ça va être Smart, j'ai un trou de mémoire là, donc ça va être mesurable, je crois. Je vais te le retrouver concrètement. Donc c'est important de faire quelque chose de réaliste, de mesurable. Hop. Tac, 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 je vais te le retrouver, t'inquiète pas, là c'est juste là. Donc le S, c'est le spécifique, ça doit être une action, un objectif. Donc tu le définis, tu le visualises. Le M, c'est mesurable en effet, c'est un objectif, c'est un indicateur de résultat. Le A, c'est atteignable, donc il faut que ça soit quelque chose qui puisse être atteint. Donc quelles sont les étapes à franchir pour réussir à y arriver d'un point A à un point B. Le R, c'est réaliste, donc quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on a prévu tous les moyens pour y arriver, au niveau des hommes, au niveau des finances, du matériel, du temps. Et le T, c'est temporel, définir un objectif avec une date précise. Donc ça, voilà, moi j'aime bien mettre tout ça par écrit et me tenir justement à cette target, à la définition de ma logistique et de mon organisation. Ça va être quelque chose de très important. Donc je t'invite à faire tout ça. Si tu as des questions vraiment spécifiques qui sont nécessaires pour toi pour t'aider à te lancer concrètement dans l'immobilier, laisse-moi en commentaire, pose-moi les questions que tu veux et voilà, n'hésitez pas à me poser plein de questions. Ça me donnera l'idée et voilà, ça m'aidera à vous faire des réponses précises, à faire des sujets de vidéo par rapport aux questions que vous posez, par rapport au blocage que vous pouvez avoir par rapport à l'immobilier. Donc voilà, je t'invite à appliquer tout ça concrètement pour essayer de te mettre en direction vers tes objectifs. Donc ton objectif, ça peut être d'être un meilleur agent immobilier, d'essayer d'atteindre des meilleurs résultats, d'augmenter spécifiquement et concrètement ton chiffre d'affaires. 2, c'est l'indépendance financière qui peut être atteignable grâce aux investissements immobiliers. Et 3, c'est objectif million, le million, devenir millionnaire grâce au marchand de biens, concrètement en peu de temps. Donc pour tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.